Bien, mes chers collègues, dans le cadre des travaux de notre mission d'information sur la santé périnatale et son organisation territoriale, nous entendons cet après-midi Madame Véronique Amaillon, présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, sur le rapport de la Cour des comptes relatif à la politique de périnatalité publié il y a 2 semaines. Vous le savez, nos auditions mettent en lumière une préoccupation générale sur la situation de la santé périnatale au regard des indicateurs de mortalité néonatale, infantile ou maternelle, mais aussi de différents facteurs de risque, notamment l'âge maternel plus tardif, la précarité et l'obésité. Ces indicateurs marquent des différences territoriales parfois importantes. Vous nous préciserez quelle analyse vous en faites dans vos missions. Cependant, et nous avons régulièrement l'occasion de le souligner, l'analyse précise de ces indicateurs se heurte manifestement à l'impossibilité actuelle de croiser les données pertinentes en vue de constituer un véritable registre des naissances qui revient dans pratiquement toutes nos auditions. La Cour a, je crois, fait un diagnostic analogue que vous nous présenterez. Nous suivrons avec attention vos recommandations sur ce plan. Plus généralement, nous voulons aujourd'hui échanger avec vous sur la prise en charge des mères et de leurs bébés et l'organisation territoriale de l'offre de soins et des parcours de suivi qui peuvent être construits au niveau local. La Cour des comptes a une expertise ancienne sur ce sujet, puisque, avant le rapport publié ce mois-ci, la Cour avait produit une enquête en décembre 2014 pour la Commission des affaires sociales du Sénat. Vous nous direz dans quelle mesure les recommandations que la Cour a pu formuler il y a 10 ans ont pu être suivies ou non. Surtout, la Cour constate cette année sur la politique globale de périnatalité que malgré les moyens importants consacrés à cette politique, 9,3 milliards d'euros, la situation apparaît globalement insatisfaisante. Cet état n'est pas tenable alors qu'un débat est également ouvert sur la restructuration de l'offre de soins. Il nous paraît donc aujourd'hui indispensable de bénéficier de l'éclairage de la Cour sur ce débat animé par une tension particulièrement importante entre les enjeux de proximité et de sécurité des soins. Vous le savez, cette mission a été constituée aussi en réaction au rapport de l'Académie nationale de médecine qui préconise une rationalisation du nombre de structures de maternité de type 1 au bénéfice du renforcement d'un certain nombre de maternités de type 2. L'offre de soins actuelle représente-t-elle parfois un risque pour les mères et leurs enfants? La fragilité de certaines structures au regard de la capacité à assurer des équipes fixes et stables est-elle, selon vous, le signe d'un pourrissement, comme le qualifiait le professeur Ville, et donc l'amorce de fermetures qui ne sont pas assumées, mais lentement rendues inévitables? Si vous semblez partager le constat d'une raréfaction préoccupante de la ressource médicale et paramédicale en maternité, vous n'en tirez pas explicitement la conclusion d'une restructuration inévitable, comme a pu le faire l'Académie. Vous nous expliquerez pourquoi. Des regroupements ou réorganisations sont-ils envisagés, notamment en anticipation de la révision des décrets de périnatalité? Surtout, vous faites un constat plus qu'alarmiste et titrez votre rapport « Des résultats sanitaires médiocres, une mobilisation à amplifier », quand l'an dernier, l'Académie appelait à une réforme d'urgence. La mobilisation et la réforme vous semblent-elles engagées? Nous avons pu également constater une forte disparité entre les régions concernant les modalités d'organisation des réseaux de périnatalité ou la mise en place de processus innovants dans le suivi et la prise en charge des parturientes et de leurs bébés. Par ailleurs,
Je note que la Cour s'est intéressée à certaines particularités ultramarines dans l'analyse de cette politique. Cet éclairage territorial est particulièrement utile pour le sujet qui est le nôtre. Enfin, je constate que votre rapport aborde relativement peu la question du financement. Cependant, cette question est déterminante et la 6e Chambre a, l'an passé, consacré un rapport à l'évolution de la tarification à l'activité, la T2A. Notre rapporteur pourra ainsi également vous interroger à titre prospectif sur la réforme du financement des activités de gynécologie, d'obstétrique, de néonatologie, de prévention ou encore des hôtels hospitaliers. Voilà, je précise que notre réunion est diffusée en direct sur le site Internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Alors, je vais vous laisser la parole sans attendre pour une courte intervention liminaire et je passerai ensuite la parole à Véronique Guillotin, notre rapporteure, pour une première série de questions avant d'ouvrir, bien sûr, les échanges avec mes collègues ici présents. Voilà, Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Je vous remercie d'abord de nous avoir conviés à présenter ce rapport que nous avons effectivement rendu public il y a à peu près 2 semaines. Avant de vous présenter les principaux messages de ce rapport, je voudrais dire un mot sur la nature et les méthodes de notre publication. Ce rapport résulte d'une évaluation de politique publique. La Cour s'est engagée, sous la houlette de son premier président, à faire de plus en plus d'évaluation de politique publique. Et donc, nous avons développé pour ce faire des partenariats académiques, notamment avec l'INSERM, pour ce rapport particulier, de même que nous avons travaillé avec les data scientists de la Cour, qui sont spécialisés dans l'analyse complexe, disons, des bases de données et la mise en relation de bases de données qu'il est quelquefois difficile d'apparier. Comme toute évaluation de politique publique, les travaux ont été présentés donc tout au long de l'instruction à un comité d'experts composé de 19 membres et représentant un peu toutes les parties prenantes. Et nous nous sommes fait accompagner également par un médecin, le professeur Levaillant, qui a accompagné l'équipe tout au long de ces travaux. Cette équipe, donc sous la houlette de François de la Guéronnière, ici présent, président de la 2e section, est composée notamment de Robin Gonalon, rapporteur, qui pourra répondre notamment à des questions peut-être plus techniques ou plus précises sur l'instruction elle-même. Notre rapport se distingue donc par cet accompagnement scientifique solide. Nous ne sommes pas à la cour des médecins ni des scientifiques, donc nous avions besoin de cet accompagnement et de ce partenariat avec l'INSERM, notamment l'équipe épopée, c'est-à-dire épidémiologie, obstétrique, périnatalité et pédiatrie de l'INSERM, de l'Université Paris-Cité exactement, qui a réalisé à notre demande des analyses originales qui ont permis d'apporter des réponses sur des points importants. Et je crois que vous avez eu l'occasion d'échanger avec cette équipe épopée dans le cadre de vos auditions. Qui dit évaluation de politique publique dit exploitation d'un grand nombre de données. C'est ce que nous avons fait. L'instruction repose sur l'exploitation des principales bases de données nationales disponibles, mais aussi sur des données internationales et des analyses approfondies des données hospitalières comme des données de médecine de ville ont été conduites. Les enquêtes épidémiologiques principales comme l'enquête nationale périnatale, l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles ou les données de l'Observatoire des morts inattendues du nourrisson ont bien sûr été exploitées elles aussi. L'équipe de l'INSERM a été particulièrement précieuse pour réaliser certaines analyses et en garantir surtout la rigueur sur le plan médical et sur le plan épidémiologique. Surtout, et je crois que c'est là un élément distinctif d'une évaluation de politique publique, l'instruction du rapport a été guidée par des questions évaluatives que nous nous sommes posées et auxquelles l'équipe de rapporteurs a cherché à répondre. Et très, très brièvement, je les synthétise ici, ces 4 questions évaluatives étaient les suivantes. Les facteurs explicatifs des résultats sanitaires médiocres de la France en matière de santé périnatale sont-ils bien identifiés ?
L'organisation de l'offre de soins, et notamment des maternités, permet-elle de répondre aux enjeux? Et ça répond à une question que vous avez posée, Madame la Présidente. J'y reviendrai. Les mesures de prévention actuelles permettent-elles de réduire les risques pour les mères et les enfants? Et enfin, l'accompagnement des parents avant et après la naissance est-il suffisant et adapté? Alors, quelques éléments de contexte sur ce qui nous a amené à programmer cette enquête. C'est avant tout, évidemment, les indicateurs alarmants, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, en France en matière de périnatalité, notamment par rapport aux pays d'Europe et, j'allais dire, aux pays de l'OCDE, la France est en très mauvaise position. Non seulement les indicateurs sont mauvais, mais un certain nombre d'entre eux se sont aggravés. Nous voulions comprendre ces mauvais résultats et donc examiner spécifiquement la périnatalité sous l'angle d'une évaluation de politique publique. Ce qui nous a déterminé, c'est notamment le rapport sur la santé des enfants que nous avons publié il y a 2 ans à peu près, en décembre 2021, ou il y a 3 ans maintenant, qui était une communication à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et dont l'un des volets portait sur la périnatalité et nous avait vraiment alertés et convaincus qu'il fallait creuser cette question. D'autres rapports avaient été publiés auparavant par la Cour, je n'y reviens pas. Après ces mots de cadrage général, j'en viens peut-être à la présentation du premier chapitre du rapport qui porte sur les indicateurs dégradés de la santé périnatale en France. La prévalence des risques généralement admis comme ayant une incidence sur la santé périnatale de la mère et de l'enfant se situe à des niveaux élevés, parfois en progression. La prévalence du surpoids et de l'obésité maternelle, les consommations à risque, tabac, alcool, drogue, les grossesses tardives, les phénomènes de prématurité et de petit poids à la naissance constituent autant de facteurs de risque significatifs dans les résultats de la santé périnatale. Ils sont de surcroît majorés de manière sensible par les inégalités sociales et territoriales. Les principaux indicateurs de santé périnatale, vous les avez rappelés, mortinatalité, mortalité néonatale et mortalité maternelle, mettent en évidence la situation durablement médiocre de la France, avec des disparités territoriales et sociales importantes, en particulier en Outre-mer. Dans ce contexte, et en réponse à la première question évaluative, le dispositif de surveillance et d'analyse épidémiologique est insuffisant pour identifier avec précision et fiabilité les facteurs qui expliqueraient la situation française et pour orienter utilement l'action publique. Une centralisation des données est désormais nécessaire au sein du système national des données de santé. C'est ce qui aboutit à la recommandation numéro 1 que nous faisons et qui est d'enrichir le système national des données de santé avec les bases de données manquantes, notamment les bulletins d'état civil et les certificats de santé de l'enfant, de façon à aboutir à un registre unique des naissances, puisque la France est le seul pays d'Europe à ne pas s'être mise en règle vis-à-vis de cette préconisation d'un registre unique des naissances. C'est donc notre recommandation numéro 1. Le deuxième chapitre du rapport examine l'offre de soins périnatale qui apparaît inadaptée aux enjeux actuels de la périnatalité et peu efficiente. L'offre de soins ne répond pas aux exigences de sécurité optimale ni d'efficience des prises en charge. D'abord, elle repose sur des bases réglementaires, vous l'avez rappelé, qui ne sont plus adaptées aux enjeux actuels, les décrets dits de 98 qui encadrent les conditions techniques de l'activité d'obstétrique. Ensuite, l'évolution de cette offre de soins apparaît insuffisamment pilotée, tant du point de vue de la démographie des professionnels de santé concernés, que de la cartographie des maternités. La persistance préoccupante de structures dérogatoires aux exigences minimales d'activité prévues par le cadre réglementaire de 300 accouchements annuels illustre ce phénomène. Les difficultés croissantes des maternités assurant moins de 1000 accouchements annuels pour attirer et conserver du personnel médical qualifié plaident par ailleurs pour une analyse au cas par cas des conditions d'exercice de leur mission. Donc nous invitons à procéder à une analyse au cas par cas pour les maternités dont l'activité se situe à moins de 1000 accouchements. J'ajoute un point qui va faire l'objet d'un rapport du prochain RALS que nous présentons la semaine prochaine et qui ressort d'un contrôle et d'un chapitre que nous avons fait sur le recours à l'intérim médical et au contrat court. Et ce que je dis est valable pour les maternités. Plus les établissements sont de petite taille, et on a une corrélation très nette entre la taille
et l'appel au contrat court, plus donc l'appel à l'intérim au contrat court est important. Et dans les plus petits établissements, nous avons près d'un tiers du personnel médical constitué d'intérimaires ou de contrats courts. Ce qui n'est pas sans impact sur l'organisation de l'offre de soins, sur l'organisation des services, sur la capacité à assumer des gardes, sur l'implication et la compréhension de l'univers médical dans lequel se situent ces personnels, et in fine, sur la qualité et la sécurité des soins. Et c'est un point important parce qu'on parle toujours de seuil. Les seuils sont importants et nous le rappelons, l'Académie de médecine est allée plus loin que nous. Mais au-delà des seuils, voilà, la taille des maternités a un impact sur la qualité et la sécurité des soins dans la mesure où le pourcentage de personnel intérimaire et contrat court est important. La Cour a relevé qu'un consensus médical et scientifique se dégage en faveur de structures de taille plus importante et qui soient davantage sécurisées. C'est le modèle retenu dans un certain nombre de pays européens. Et l'Académie de médecine, je viens de le dire, a même pris position, comme vous le savez, en faveur du rehaussement du seuil minimal d'activité pour une maternité à 1000 accouchements annuels. Nous n'allons pas aussi loin puisque nous préconisons du cas par cas, mais les choses sont à regarder de très près. Dans ce contexte, la Cour ne propose pas donc de nouveau seuil minimal d'activité et ne désigne pas de maternité qu'il conviendrait de fermer. Nous avons quand même listé en annexe de notre rapport la liste des maternités qui se situent en deçà du seuil de 300 accouchements. Mais nous invitons les pouvoirs publics à engager sans délai une réelle planification de l'offre de soins et à assurer une revue régulière des maternités les plus fragiles. La Cour propose que cette revue porte notamment sur les maternités réalisant moins de 1000 accouchements par an et qu'elle soit réalisée au moins annuellement. Cette revue doit permettre de vérifier que ces maternités présentent toutes les conditions nécessaires pour assurer une prise en charge sécurisée, qualitative et continue. Pour les maternités qui ne répondraient pas à ces critères, les pouvoirs publics doivent interroger la transformation de ces structures en centres périnatales de proximité. Ces structures sanctuarisent le suivi de la femme sur place au cours de sa grossesse et après la naissance. En revanche, l'accouchement lui-même intervient dans une maternité partenaire sécurisée et de taille suffisante. Ces évolutions doivent intervenir dans le cadre d'une réflexion territoriale qui inclut évidemment tous les acteurs, institutions et professionnels de la santé périnatale, afin d'éviter toute perturbation ou toute rupture brutale des parcours de prise en charge. Par ailleurs, le rôle des services de protection maternelle et infantile dans la détection et dans la prise en charge périnatale des personnes particulièrement vulnérables reste insuffisant aujourd'hui du fait de fragilités structurelles qui tardent à être traitées. La coordination des soins périnataux constitue un enjeu central dont les moyens de mise en œuvre doivent être optimisés. En définitive, en réponse à la deuxième question évaluative, l'organisation des soins n'a pas suffisamment évolué depuis 2016 dans un sens qui favoriserait l'amélioration de la sécurité et de la qualité des prises en charge périnatales. J'en viens au dernier chapitre de notre rapport. La stratégie récente des 1000 premiers jours porte une ambition renouvelée en matière de périnatalité, mais cette politique publique a un champ d'action trop limité selon nous. Il faut ici souligner une situation paradoxale. Alors que les résultats observés au plan sanitaire restent défavorables et que la natalité recule, les dépenses en matière de périnatalité augmentent. 9,3 milliards d'euros, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Cette évolution pose la question de l'efficience de la politique périnatale. La récente mobilisation des pouvoirs publics autour du chantier des 1000 premiers jours traduit une ambition renouvelée, mais peine encore à répondre à toutes les difficultés. Cette stratégie s'avère en effet plus orientée vers la prévention, en particulier la prévention des risques psychiques et de développement et la lutte contre les inégalités sociales et de santé, que vers les enjeux de qualité et de sécurité des soins périnataux. Par ailleurs, l'application du plan des 1000 premiers jours en Outre-mer suit étroitement celle mise en œuvre dans l'Hexagone, sans adaptation aux vulnérabilités économiques et sociales particulières dont sont affectés ces territoires, ni à leurs spécificités géographiques ou socioculturelles. Ce contexte éclaire les réponses à apporter à la deuxième question évaluative. Par ailleurs, nombre de mesures de prévention et de recommandations sanitaires, pour certaines promues de longue date, restent insuffisamment mises en œuvre et ne permettent pas de toucher les publics pourtant les plus à risque, comme les femmes en situation précaire ou les femmes cumulant certaines pathologies.
Enfin, un renforcement, une mise en cohérence et une plus grande intelligibilité des dispositifs de soutien à la parentalité pourrait être utile, comme une meilleure coordination des professionnels de santé et des acteurs sociaux intervenant dans ce domaine. Ces éléments répondent ainsi aux 2 dernières questions évaluatives qui portent sur la contribution des mesures de prévention et des dispositifs d'accompagnement parental à l'amélioration de la situation périnatale de notre pays. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, nous croyons ce rapport utile au débat que vous avez vous-même lancé de longue date avec de nombreuses auditions sur une question difficile. La protection et la bonne prise en charge des femmes enceintes, des mères et de leurs nouveau-nés sont des enjeux primordiaux, dont la bonne prise en compte par les politiques publiques est un enjeu démocratique et d'égalité. À travers ce rapport, c'est évidemment plus largement les questions centrales de l'accès aux soins, de la parentalité et plus largement de l'égalité qui sont posées. Je vous remercie de votre attention. Sur les points plus particuliers que vous avez soulevés, Madame la Présidente, l'analyse des inégalités territoriales que nous faisons dans ce rapport et qui montre la situation particulièrement précaire de l'outre-mer, qui nécessite sans doute un approfondissement de nos réflexions au-delà de la périnatalité sur la santé en outre-mer, et c'est sans doute un chantier auquel nous nous attellerons prochainement. Les difficultés sur les données, vous les avez soulignées. Notre recommandation, c'est la recommandation 1 que j'ai citée tout à l'heure. Il faut à minima que la France soit en règle avec les recommandations européennes sur le registre unique des données, enfin un registre consolidé des données sur les naissances. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il est urgent que la France s'y mette. Sur l'organisation de l'offre de soins et le parcours de suivi, j'en ai dit un mot dans mon propos. L'organisation des soins périnataux doit être revue à l'aune d'abord de ce seuil de 300 accouchements par an, au cas par cas pour ce qui concerne les maternités réalisant moins de 1000 accouchements par an, avec une coordination des acteurs qui est encore insuffisante aujourd'hui, et de l'ensemble des acteurs, pas seulement des personnels médicaux, et avec un accompagnement pré- et post-natal qui soit suffisant. En particulier, nous regrettons, par exemple, la quasi-disparition, enfin la mise en extinction du Prado maternité, qui ne nous semble pas être une bonne option de la CNAM, tant qu'il n'y aura pas de dispositif permettant cet accompagnement. Aujourd'hui, en l'absence de dispositif permettant d'assurer cet accompagnement après le retour à domicile, nous considérons qu'il faut impérativement conserver ce dispositif Prado et même le renforcer, puisqu'aujourd'hui, presque un quart des ARS sont à... Enfin, alors que le seuil devrait être de 80% d'accompagnement à domicile de Prado pour les femmes répondant aux critères d'éligibilité. En réalité, il est de 70% dans un quart des régions, un quart des ARS. Donc, on est très en deçà des seuils. Nous considérons que les 80% d'accompagnement serait un seuil plancher et non pas exactement un seuil minimum. Sur ce que vous appelez le pourrissement, en reprenant les termes d'IVIL, qui entraîne des fermetures illimitables. Oui, c'est ce que nous avons constaté dans certaines régions. Il faudrait avoir le courage d'éviter le pourrissement et de décider des fermetures quand ces fermetures s'imposent, compte tenu de l'absence de l'insuffisance, en tout cas, de sécurité des soins pour la mère et pour le nourrisson. Les regroupements sont évidemment à favoriser, et comme je le disais en mon propos, ce que nous préconisons, c'est de transformer éventuellement ces petites structures en structures d'accompagnement pré- et post-natal, mais de flécher les accouchements, enfin les femmes sur le point d'accoucher, vers des grosses structures avec des plateaux techniques suffisants, quitte à développer effectivement l'accueil hospitalier.
dont le coût, je ne sais pas si on a une estimation, d'environ 10 millions d'euros. Donc un coût relativement raisonnable à l'échelle de ce dont nous parlons, hein, des plus de 9 milliards. Pardon ? Oui, là, par rapport aux plus de 9 milliards, on est sur un coût de 10 millions d'euros, donc relativement modeste pour une sécurité des soins qui serait vraiment accrue. Voilà. Vous avez posé la question aussi des suites qui avaient été données à nos précédents rapports. Alors, il y a peu de recommandations qui ont été mises en œuvre, malheureusement. Vous savez qu'on suit régulièrement les recommandations de la Cour, et sur ces rapports-là, notamment le rapport sur la maternité, alors qui est vieux maintenant, hein, de 2011. Oui, peu ont été mises en œuvre. Et alors, qu'est-ce qui a été mis en œuvre ? Je me tourne. Non, oui. La réorganisation de la cartographie des maternités n'a pas été mise en œuvre. Les recommandations sur la sécurité n'ont pas été mises en œuvre non plus. Le schéma d'organisation des soins, pas grand-chose n'a été fait, me dit François de la Guéronnière. Je n'avais plus les éléments en tête, mais voilà. Ensuite, vous avez posé la question de savoir à quel point, selon nous, la mobilisation et la réforme sont engagées. Alors, sur les 1000 premiers jours, il faut constater qu'il y a un vrai effort. Il y a une mobilisation, il y a un effort, mais qui est orienté vraiment vers l'accompagnement, notamment psychologique, nécessaire. Hein. Je crois qu'une des premières causes de mortalité des jeunes mères, c'est le suicide. Donc, c'était absolument indispensable. Et là, il y a une prise de conscience et des outils qui répondent à ces préoccupations. Ce que nous regrettons, c'est que soit absent de cette stratégie des 1000 premiers jours les volets concernant la sécurité et la qualité des soins. Il n'y a rien du tout sur la qualité et la sécurité des soins, et nous pensons que, compte tenu des indicateurs extrêmement dégradés, alors on a listé les indicateurs et on voit que la position de la France est vraiment très mauvaise, compte tenu du nombre de décès qui pourraient être évités, de décès de nouveau-nés qui pourraient être évités, nous considérons... Exactement. Exactement, qui pourrait être évité. Et donc, nous considérons que... Et 60% chez les mères, exactement. Je vois que vous avez lu attentivement. Et donc, il nous paraît impératif d'avoir une stratégie d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins intégrée à la stratégie des 1000 premiers jours. Alors, on a un désaccord là avec le ministère qui considère que ça relève d'une autre stratégie, et que le ministère, on sait d'ores et déjà, enfin en tout cas c'est la réponse qui nous a été faite, ne souhaite pas intégrer à la stratégie des 1000 premiers jours les éléments concernant la qualité des soins. Nous le regrettons, mais on ne peut pas se satisfaire de ces résultats plus que médiocres de la France. L'outre-mer, je l'ai évoqué. La question du financement, alors qui nous paraît pas la question fondamentale des problèmes constatés autour de la périnatalité. Donc c'est vrai que dans le rapport T2A, on se prononce sur un certain nombre de sujets, et notamment l'obstétrique. La réforme du financement de la T2A va dans le bon sens, hein, avec une partie forfaitisée. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment abordé cette question-là, parce que là, on est moins dans l'évaluation de politique publique, et parce qu'elle ne nous paraissait pas au centre et un élément explicatif des difficultés rencontrées. Non, mais vous citez quand même le budget de 9,3 milliards d'euros, et vous parlez quand même d'un manque d'efficience. Donc, indirectement, le financement est concerné, parce qu'est-ce qu'il est mal réparti? Est-ce que il y a quand même je pense que le financement entre quand même en ligne de compte, puisqu'on voit qu'on est au-dessus des autres pays au niveau en termes de financement, et qu'on a de bien moins bons résultats, puisqu'on est 22e sur 34 pays. Donc, il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que c'est uniquement une question d'organisation, ou est-ce que les financements sont mal répartis, ou... Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des données par rapport à ça. Pour nous, c'est vraiment essentiellement une question d'organisation plus que de financement. Ça ne veut pas dire que le financement soit nécessairement bien calé, mais on n'a pas de corrélation, on n'a pas mis en évidence de corrélation entre le niveau des financements et les risques constatés. Oui. Eh bien, écoutez, Madame la Présidente, merci pour cette présentation, d'avoir déjà répondu à ces questions. Et je vais donner la parole à notre rapporteure, Véronique Guillotin, avant de passer la parole à mes collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la 6e Chambre, mes chers collègues. Oui, je vais avoir quelques questions pour rebondir à la fois sur les propos, mais se nourrir également des auditions que nous avons eues depuis maintenant de nombreuses semaines. Alors, la première question au départ que je voulais vous poser, mais vous y avez en partie répondu, c'était sur l'étape de restructuration et les préconisations que vous avez faites en 2011, entre 2011 et 2014. Enfin, voilà, donc ça fait une dizaine d'années où déjà à ce moment-là, il y avait de préconisation quand même de travailler sur les plus petites maternités ou des regroupements, en tout cas une réorganisation de l'offre territoriale. Alors, paradoxalement, les chiffres ne s'améliorent pas, en fait, se sont pas améliorés. Donc, est-ce que cette première restructuration qui n'a pas permis, en fait, d'améliorer les chiffres, puisqu'on voit qu'ils se dégradent, donc est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Parce qu'on pourrait interpréter les choses dans un autre sens en disant on a déjà fermé des petites maternités et pour autant les indicateurs ne s'améliorent pas. Ça, c'était la première question. La deuxième question, vous avez évoqué effectivement de regarder les situations des maternités de moins de 1000 naissances annuelles au cas par cas. Donc c'est une forme c'est une grosse différence quand même par rapport au rapport de l'Académie de médecine qui a d'ailleurs suscité l'ouverture de cette mission. Donc dans ce cas-là, ou en tout cas dans la vision que vous en avez, est-ce que vous avez réfléchi à des indicateurs qui permettrait effectivement de regarder ces maternités au cas par cas? Quelles sont les maternités que l'on pourrait considérer comme sécures ou moins sécures en fonction d'indicateurs qui pourraient être mis en place? Toujours sur le même sujet, et notamment des ressources humaines, puisqu'il s'avère vrai qu'il y a une plus grande difficulté pour les maternités de plus petite taille à effectuer du recrutement de ressources humaines, médicales et paramédicales, notamment, vous l'avez dit, par une envie des professionnels de travailler dans des équipes plus grandes, peut-être aussi quelquefois plus hiérarchisées dans la prise en charge du soin, et puis avec un nombre de gardes, d'astreintes et de nuits plus acceptable. Alors, pensez, et dans un moment dans votre rapport, vous parlez de redéploiement des ressources humaines de certaines maternités, si j'ai bien compris, qui pourraient fermer ou se regrouper au profit de plateaux plus larges. Est-ce que vous pensez que ce scénario en fait a été un peu creusé, qu'on peut compter en fait sur un redéploiement de ressources humaines vers des plateaux plus importants? Et puis je pose la troisième question et je peut-être laisserai la parole aux collègues, mais j'y reviendrai. S'il y a une transformation, prenons le cas, donc vous avez effectivement, il y a des maternités de moins de 300 accouchements qui devraient aujourd'hui être fermées, qui ne le sont pas. Et puis si on regarde au cas à cas et qu'on considère qu'il y a des fermetures de maternités et des transformations en CPP. Voilà, je suis dans ce cadre-là. Donc, selon vous, est-ce que les femmes doivent revenir à proximité de leur domicile après accouchement, revenir à domicile ou revenir dans leur centre, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, maternité sans accouchement, CPP, enfin voilà, est-ce qu'il y aurait un passage ou est-ce qu'il y aurait une sortie à H+3 par exemple comme en Suède, ou le lendemain ou quelques heures après? Il semblerait qu'au Danemark, la sortie de ces plateaux d'accouchement soit quelques heures après. On pourrait peut-être aborder, nous dire ce que vous pensez des hôtels hospitaliers pour les jours avant et quelles modalités donc, pourrait-on envisager ces hôtels hospitaliers et avec quel financement également? Et puis, vous avez aussi évoqué un bilan plutôt positif des CPP. Donc, selon vous, quels seraient les éléments à mettre en avant pour que ces CPP soient effectivement, pour que ces transformations soient des transformations réussies? Voilà, dans un premier temps. Et peut-être la dernière, toujours sur les CPP. Est-ce que vous avez déjà envisagé ou travaillé sur une forme de, alors je ne vais pas parler de planification, mais peut-être de scénario?
Et est-ce que dans ces scénarios, est-ce que l'organisation des CPP doit être prise en compte également, ou est-ce que ça doit se faire un petit peu, en fait, là aussi, au fil de l'eau? Voilà, Madame la Présidente. Avant de passer la parole à mes collègues, si vous voulez déjà répondre à ces questions. Alors, sur les restructurations, alors les premières restructurations datent des années 90. Hein, en fait, c'est un continuum. On n'a pas des moments comme ça. Force est de constater que ça n'a pas suffisamment bien fonctionné ou qu'on n'est pas allé assez loin dans la transformation pour que ça ait des effets palpables, mesurables sur les différents indicateurs dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, sur la réflexion sur les indicateurs qui pourraient guider la réflexion de fermeture ou de maintien d'un certain nombre de maternités, il y a plusieurs indicateurs possibles. Il y a des indicateurs qui portent sur les événements indésirables ou les événements indésirables graves, bien sûr. Il y a des indicateurs sur la permanence des soins et l'effectivité, le nombre de personnes assurant effectivement la permanence des soins, la complétude des équipes. Et puis il y a des indicateurs quantitatifs sur le nombre de naissances. Mais si on met tout ça en parallèle, on pourrait aussi avoir un indicateur qui mesure les difficultés de recrutement ou, ce que j'évoquais tout à l'heure, la part de personnel non permanent, qui peut être qui devrait même être un indicateur. Et c'est l'ensemble de ces indicateurs qui pourrait donner une cote un seuil d'alerte en deçà duquel il serait vraiment déraisonnable de maintenir la maternité ouverte. Sur les difficultés de recrutement et le fait que, en fermant certaines maternités, en regroupement, en pouvant essayer de redéployer les personnels vers de plus grandes maternités, alors je ne sais pas si on n'a pas creusé davantage, on n'a pas fait de scénario ni de cartographie, mais on l'a à plusieurs endroits où sont allés les rapporteurs. On a vu que c'était possible, que les conditions s'y prêtaient. C'est la raison pour laquelle on a indiqué cette orientation dans notre rapport. Après, à l'échelle de la France entière, encore une fois, c'est à regarder plutôt au cas par cas, mais ça nous semble une voie prometteuse. Sur la transformation des centres des cliniques en centres de proximité, donc de suivi pré- et post-natal, oui, ça nous semble. Ça permet de garder quand même ce suivi, cette nécessité du suivi prénatal et du suivi postnatal à proximité, des femmes, des mères, mais de sécuriser la phase accouchement et pré-accouchement avec les hôtels hospitaliers. Encore une fois, le coût, la prévision de coût est relativement modeste par rapport au montant dont on parle. On n'a pas fait de scénario sur qu'est-ce que serait un scénario de transformation réussie. Non, on n'a pas fait de scénario, mais on a cette possibilité des hôtels, d'hébergement des femmes existe déjà, puisqu'il y a une expérimentation qui s'appelle Engagement Maternité, qui a été mise en place pour les communes les plus éloignées des cliniques ou des hôpitaux, avec une possibilité d'hébergement dans des lieux adossés à l'hôpital ou vraiment à proximité et en lien avec les lieux d'hébergement et l'hôpital. Et ça fonctionne bien. Donc c'est à partir de cette idée qu'on peut se dire que le principe de l'hôtel hospitalier, ou appelons-le, peu importe le nom, mais pour les femmes les plus éloignées des lieux sécurisés d'accouchement, de pouvoir prévoir un hébergement quelques jours avant l'accouchement et quelques jours après, avant le retour à domicile. Et ça nous semble plutôt une bonne idée. Est-ce que j'oublie quelque chose ou pas? Non. J'ai répondu à toutes vos questions, à peu près. Bien, merci. Annie Le Houerou a demandé la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors,
Je pense que nous partageons les constats de très fortes inégalités sociales et territoriales. Nous partageons aussi le fait qu'un tiers du personnel médical dans les plus petites maternités sont des intérimaires ou des contrats courts. Et nous partageons effectivement la difficulté de recrutement de personnel de santé sur des territoires plutôt en difficulté d'accès aussi aux soins. Alors, vous avez indiqué que vous étiez fait accompagner de scientifiques solides et étroits. Je voulais savoir si vous vous étiez fait accompagner aussi d'usagères solides et étroites. Et quand vous prenez l'exemple de l'engagement maternité avec la possibilité d'hébergement, vous dites que ça fonctionne bien. Quels éléments et quels critères objectifs vous permettent de dire que ça fonctionne bien? Est-ce que les femmes sont bien accueillies, on le lit, le couvert, et ça se passe bien? Ou est-ce que, sur le plan accompagnement, sur ce moment particulier de la vie des femmes, est-ce que ça a aussi un impact positif? Et toujours pour objectiver ces données, est-ce que vous avez pu vous appuyer sur des chiffres qui vous indiquent précisément que les événements indésirables ou que la mortalité infantile et la mortalité des jeunes mamans se répartissent plutôt dans des maternités de type 3, je crois, que de type 1, enfin de type inverse, de type 1 et pas de type 3. Donc est-ce que vous avez des chiffres précis qui vous indiquent les taux de mortalité dans ces différentes maternités qui pourraient conduire effectivement aux propositions que vous faites? Parce que pour ma part, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut mieux planifier l'offre de soins, mais je pense aussi qu'il faut peut-être mieux répartir les ressources humaines. Et aujourd'hui, nous sommes en crise de ressources humaines, c'est un fait. Nous en faisons le constat, enfin, je pense que tous les chiffres le disent. Pour autant, moi, je considère que ce n'est pas une fatalité. Et donc, pourquoi vous orientez vers la solution de la fermeture de maternités plutôt de petite taille et non pas sur l'augmentation des ressources humaines qui permettrait aux maternités de proximité de fonctionner dans des conditions sécurisées et évidemment de grande qualité. On constate, et les dernières études disent qu'il y a une mortalité très forte des jeunes mamans, notamment de suicide. Ne pensez-vous pas que le fait d'éloigner les mamans de leur environnement et des équipes qui les accompagnent également en prénatalité, est-ce que ce n'est pas un facteur supplémentaire d'anxiété et de difficulté? Je pense que ça fait partie des éléments qui ne conduisent pas à sécuriser les mamans dans ce moment particulier donc, de leur vie. Et puis, deuxième question qui concerne l'outre-mer. Est-ce que vous avez eu un regard particulier sur l'outre-mer? Donc les Antilles, mais aussi Mayotte, où la situation est catastrophique, à l'inverse d'ailleurs. Mais il manque aussi de personnel soignant. Donc, quelles sont vos recommandations pour ce territoire mahorais particulier? Je ne parle pas de la Réunion parce qu'on a pu constater que, enfin, nous sommes allés sur place, que les ressources humaines étaient plutôt adaptées, les conditions d'accueil étaient de bonne qualité, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la Martinique, voire de la Guadeloupe, et encore moins de Mayotte. Donc, est-ce que c'est un point que vous avez pu regarder? Merci. Voilà, je vous laisse. Ou Céline peut-être Bulin, comme ça vous répondrez de façon globale. Merci beaucoup. Un peu dans le prolongement, notamment sur la démographie médicale, puisque vous dites qu'il y a effectivement eu une restructuration dans les années 90, et vous dites dans les réponses aux premières questions qu'elle ne semble pas être allée assez loin. Est-ce que vous avez examiné l'évolution de la démographie médicale entre ces restructurations des années 90 et aujourd'hui,
de manière empirique, mais pas que, on serait plutôt conduit à penser que la démographie a continué à s'étioler, je vais le dire comme ça. Mais est-ce que vous avez des chiffres qui confirment ou infirment cela? Ensuite, sur les indicateurs, question posée par la rapporteure Guillotin, vous dites on pourrait par exemple imaginer des seuils d'alerte en deçà duquel il serait déraisonnable de maintenir une maternité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des seuils d'alerte en deçà desquels il serait déraisonnable de fermer une maternité, puisque plusieurs de nos interlocuteurs nous ont expliqué, d'ailleurs ce sont des faits, qu'il y avait un certain nombre de départements conséquents où il n'y avait aujourd'hui plus qu'une seule maternité. Et donc est-ce que par exemple ce sont des éléments que vous prenez en compte? Vous mettez aussi en avant les inégalités sociales et territoriales dans les facteurs de risque accru. Est-ce que la résorption, ou du moins tenter de résoudre ces inégalités, ne serait pas aussi un indicateur qui conduirait à implanter ou à maintenir une maternité là plutôt que là? Sur l'intérim et les contrats courts dans les qui sont un tiers dans les petits établissements, est-ce que c'est uniquement lié à la taille de l'établissement et à l'offre de soins qui est donnée, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet attractivité des territoires? J'imagine que oui. Et ça me semble devoir être pris en compte aussi, puisque sinon on risque de se retrouver avec des maternités dans les grandes métropoles, en gros, pour schématiser, et plus dans des territoires, au risque d'accroître encore les inégalités dont vous identifiez vous-même qu'ils font partie des facteurs. Et enfin, je trouve particulièrement juste, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire autour du Prado, c'est-à-dire que dans les facteurs de risque, on identifie des choses qui relèvent, je ne sais pas si c'est seulement de la prévention, mais en tout cas de facteurs qui préexistent à la grossesse, à la maternité, etc. Et donc, il me semble effectivement qu'on ne peut pas répondre à de tels facteurs uniquement par une organisation territoriale de l'offre de soins, qui a toute une politique de prévention, d'accompagnement et que sais-je à mettre en œuvre, et qui elle est peut-être presque aussi importante que l'organisation territoriale. Merci. Voilà, Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais commencer par la première série de questions. Alors, dans notre comité d'accompagnement, il y avait des usagers et des usagères, des représentants. Donc ça, c'est pour répondre à la toute première question. Donc, voilà, tout au long de l'enquête, nous avons pu interroger et avoir un retour sur les propositions que nous faisions, sur les constats que nous faisions des représentants des usagers. Alors, sur la question à tiroir sur l'hébergement hôtelier, alors oui, on a des données objectives. Alors, d'abord, issues de l'expérimentation à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Cette expérimentation existe depuis 2022, donc pour les femmes qui sont à plus de 45 minutes d'une clinique, et auquel la CNAM propose un hébergement dans les 5 jours qui précèdent la date présumée d'accouchement. Pour une grossesse qui se passe bien, pour les grossesses pathologiques, ça peut se faire à tout moment. Pour l'instant, alors, nous reposons sur cette expérimentation. Pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. Encore une fois, pour un coût raisonnable. Et alors, on n'a pas les taux et la répartition des est-ce qu'il y a plus d'accidents liés à la naissance pour ces femmes que pour les autres? Je suis même pas sûre d'ailleurs que l'échantillon serait suffisamment grand pour être représentatif, mais en tout cas, nous n'avons pas les données, donc c'est difficile de répondre à cette question. De même que la répartition de la mortalité
selon la taille des maternités. Alors, on ne l'a pas non plus directement. C'est la difficulté. Une des difficultés vient déjà de la réalité de la déclaration des événements indésirables ou des événements indésirables graves par notamment les cliniques, les hôpitaux publics en général déclarent, mais par les cliniques privées. Donc la connaissance de ces événements est sans doute aujourd'hui parcellaire. Et en tout cas, nous n'avons pas pu, et c'est un travail de longue haleine et qui devrait mobiliser l'adresse ou des équipes comme ça, de faire cet état des lieux et d'établir peut-être des corrélations. Ce que nous constatons, c'est encore une fois dans les petits établissements, mais des établissements de santé comme les maternités, c'est que et c'est établi par un certain nombre d'études scientifiques, hein, ce n'est pas la Cour qui le dit, la Cour se repose sur ces études. Il y a un lien entre la taille des établissements et les indicateurs de sécurité et de qualité des soins. Mais si tu veux préciser quelque chose là-dessus, Robin. Alors oui, dans le rapport, nous citons donc sur ce point qui est particulièrement sensible, nous citons plusieurs rapports scientifiques, plusieurs études scientifiques, dont certains ont été réalisés par des scientifiques que vous avez reçus, je crois, en audition, donc c'est-à-dire l'équipe Épopée. Alors, on sait aujourd'hui dire que sur la base, d'une part, d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire des critères de permanence des soins, présence de l'obstétricien, présence de l'anesthésiste, présence, un certain nombre de critères, s'il n'y a pas cette présence-là, il y a plus de risques pour la mère ou pour l'enfant. Et par ailleurs, grâce à une étude qui a été réalisée par le docteur Levaillant, tirée des données du PMSI, là, on peut dire de façon un peu plus précise qu'en fonction de la taille de l'établissement en nombre d'accouchements, c'est-à-dire moins de 500 accouchements et moins de 1000 accouchements, il y a plus de morbidité maternelle et infantile. Une morbidité qui est moindre pour les établissements qui sont de taille supérieure. Aujourd'hui, en fait, on est un peu au défi des données pour aller plus loin, puisque d'une part, les données Épopée sont basées sur certains échantillons qui sont parfois anciens, notamment je crois qu'ils ont dû vous le dire, ils se basaient sur des données d'une cohorte de 2013, même s'ils réussissent à faire des études un peu plus récentes pour certains critères. Et d'autre part, sur la taille des maternités, c'est basé aujourd'hui sur le PMSI. Donc, ce que nous regrettons, c'est que finalement, nous pourrions aller sans doute plus loin aujourd'hui en fait dans l'analyse, mais déjà nous pouvons attester que les plus petites maternités, sur base de ces critères, c'est-à-dire les maternités de niveau 1 qui sont en astreinte ou qui n'ont pas justement ni le gynécologue présent, ni l'anesthésiste présent, et parfois malheureusement pas le pédiatre non plus, exactement, ce qui est un problème régulier, ont plus de risques. Un dernier point qui a été soulevé dans le cadre de l'instruction, c'était que ces maternités, et là c'est plus des données qualitatives peut-être, ces maternités sont de plus en plus soumises ces dernières années à des fermetures temporaires. C'est-à-dire, je suis une femme, je suis suivie dans une maternité, et en fait, le jour de mon accouchement, je me présente à la maternité, elle est fermée. Et ces maternités, en général, dans les années qui suivent, vont être fermées définitivement, parce que ça correspond à une situation souvent inextricable. C'est la raison pour laquelle finalement, la Cour invite à davantage d'anticipation pour les situations critiques qui sont inextricables. Merci de ces précisions, Robin. Et alors, pour continuer sur la question de la qualité des soins et de la répartition des ressources humaines, vous disiez, est-ce qu'une meilleure répartition des ressources humaines, une augmentation notamment des effectifs, ne permettrait pas d'éviter la fermeture de petites maternités? Alors, d'abord, il faut rappeler globalement qu'il y a un certain nombre des professions concernées qui sont en augmentation. On a moins de néonatologistes, mais on a plus de gynécologues obstétriciens, on a plus de pédiatres, on a plus de sages-femmes, on a plus d'infirmières puéricultrices. Donc, dans un contexte où la natalité baisse. Donc, la question des ressources humaines est importante, mais elle n'est pas centrale au sens où ça n'est pas nécessairement la réponse adaptée à la situation de crise et de mauvaise qualité des soins néonataux que nous connaissons. En revanche, qu'elles soient déséquilibrées sur le territoire, oui. On a une répartition très inégale de ces ressources humaines sur le territoire national. Et par ailleurs, une diminution de l'effectif
en exercice à l'hôpital par rapport à l'effectif libéral, notamment pour les sages-femmes. Sur l'éloignement des femmes qui seraient facteurs d'anxiété, je ne sais pas, nous n'avons pas la réponse et ça n'est pas quelque chose que nous avons regardé particulièrement. On s'est vraiment focalisé sur la sécurité des soins. Notre fil rouge, ça a été les indicateurs de mortinatalité, de mortalité néonatale et de mortalité maternelle. Et donc la sécurité des soins est mieux préservée si on évite d'accoucher dans une petite maternité où aucun des indicateurs que j'ai cités tout à l'heure ne permet de garantir une sécurité optimale, et il vaut mieux un hébergement. Alors effectivement, j'entends ces cas d'anxiété des mères, mais la mère est accompagnée. Enfin, alors est-ce que ça accroît l'anxiété de la mère? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que la réponse sera donnée par la fin de l'expérimentation qui pourra nous donner effectivement les effets indésirables, puisqu'il doit y en avoir peut-être, de cet éloignement de la femme juste avant et juste après l'accouchement de son domicile. Mais nous n'avons pas d'informations là-dessus. Sur l'outre-mer, oui, nous partageons. Nous avons constaté les résultats extrêmement dégradés du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui en outre-mer. On n'a pas particulièrement regardé Mayotte, on a regardé l'ensemble de l'outre-mer, mais c'est effectivement très préoccupant, d'où, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la volonté de la Cour d'aller regarder de manière plus générale, mais la question de la santé outre-mer, parce que c'est tous les indicateurs et pas seulement ceux de la périnatalité qui sont mauvais et en dégradation. Alors sur la démographie médicale, les éléments que j'ai donnés tout à l'heure donc restent valables, bien sûr. Les situations sont évidemment contrastées selon les territoires, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et entre les grandes métropoles et les territoires ruraux un peu désertiques, on sait qu'on a des inégalités extrêmement importantes. D'où la nécessité de repenser la cartographie de l'offre de soins. C'est vrai que le regroupement des maternités, le regroupement dans les plateaux techniques et donc le regroupement des personnels plutôt que la dissémination dans des petites structures qui n'ont pas la taille minimum permet d'apporter une réponse à cette question de la démographie médicale, notamment dans les territoires les plus déshérités. Vous posiez la question des seuils d'alerte en deçà duquel il serait déraisonnable de fermer une maternité. Donc évidemment, on n'a pas raisonné comme ça et on n'a pas la réponse. Encore une fois, on est très préoccupé de ces indicateurs qui ne sont pas à la hauteur d'un pays comme la France, d'un pays et qui met autant de financement, autant de moyens dans ses politiques de santé, dans sa politique de santé périnatale. Donc c'est vraiment, nous, le seuil d'alerte en deçà duquel il est déraisonnable de laisser une maternité ouverte qui nous a plutôt guidés. Encore une fois, la réponse de proximité, la proximité, le fait de pouvoir transformer éventuellement de petits établissements qui ne sont plus suffisamment sécurisés et sécurisants pour la périnatalité en centre d'accompagnement prénatal et postnatal nous semble une bonne solution, parce que la proximité serait garantie aux femmes qui ont besoin de cet accompagnement, et on l'a vu d'ailleurs dans la stratégie 1000 premiers jours, l'accompagnement, la notion d'accompagnement est importante. Donc l'accompagnement pré- et postnatal, il est fondamental, mais que c'est un tout qui... Oui, c'est un tout, mais pas forcément un tout géographiquement dans le même établissement. Et aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner, en tout cas dans des conditions de sécurité optimales. Tout dépend de ce qu'on veut et du choix collectif que fera la France. Mais si on veut rattraper le niveau de sécurité niveau en tout cas mesuré par la mortalité et la morbidité néonatale, qui est celui des grands pays développés, on ne peut pas se contenter de conserver les choses
comme elles sont, compte tenu des résultats d'études scientifiques qu'a rappelé Robin Gonalon. Voilà, ça n'est pas le rôle de la Cour, en tout cas, à partir des éléments objectifs, tangibles et étayés par des études scientifiques qui nous amènent à considérer que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et à proposer des pistes. Ce n'est pas à la Cour de proposer d'autres pistes qui iraient à l'encontre des constats que nous faisons. Après, j'entends les questions que ça pose. Aucune solution n'est simple et toute solution entraîne des effets. Mais encore une fois, ce qui nous a guidés, c'est la qualité et la sécurité des soins. On ne peut pas se satisfaire de taux de mortalité néonatale qui sont ceux de la France aujourd'hui. Les inégalités sociales et territoriales. Alors oui, le paradoxe possible que vous soulignez, qui consisterait en regroupant les établissements, à finalement accroître les inégalités territoriales en créant des grands centres urbains globalement très bien dotés et puis en accentuant les déserts territoriaux, je ne crois pas, parce qu'on ne parle pas seulement de grandes agglomérations. Il y a des agglomérations moyennes, mais avec... On n'a pas parlé de la demande. On a parlé beaucoup de l'offre, mais pas de la demande. Mais... vous avez cité un département sans maternité, mais s'il n'y a pas de femme pour accoucher, c'est pas nécessaire de garder une maternité. Et inversement, on peut avoir des zones rurales, mais assez densément peuplées par ailleurs, enfin avec des bassins de vie qui sont suffisants pour justifier la présence d'une grosse maternité. Donc, je pense que tout ça doit se regarder. Et effectivement, il faut veiller à cet équilibre territorial, mais la réponse n'est pas complètement... pas forcément simple et univoque. Voilà ce que je voulais ajouter. Très bien, merci. Véronique, je vais te redonner la parole. J'aurais encore une ou deux questions. Il y en a une qui concerne, moi, ce que j'appellerais le pilotage, en fait. Je ne sais pas si c'est dans votre rapport ou si c'est... Mais je crois qu'il est revenu plusieurs fois, une notion d'absence de pilotage global de cette politique de périnatalité. Ce qui me paraît quand même essentiel, c'est comme l'absence de données consolidées. Quand même difficile de poser des constats. Alors, à chaque audition, on repose des fois les mêmes choses, mais on n'aura jamais les réponses, puisqu'on ne sait pas si dans tel type de maternité, quand on a enlevé les biais, si la mortalité... est plus importante ou moins importante. Enfin, voilà. Donc tout ça est compliqué. Et à la fois le pilotage. Et notamment, vous avez évoqué, vous avez prôné le rétablissement de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant. Donc est-ce que pour vous, cette commission fait office ou devrait faire office de commission de pilotage? Est-ce qu'il lui reviendrait en fait à la fois de coordonner, puisque vous avez évoqué aussi un peu la disparité des acteurs et un peu le travail des fois non coordonné, donc cette notion de coordination, une notion de pilotage. Et dans le pilotage, on a eu une audition très intéressante avec la HCAM et l'adresse, notamment sur le pilotage des ressources humaines en santé, des professions de santé. Est-ce que cette commission ne devrait pas à un moment donné aussi se saisir de ce pilotage des ressources humaines en santé? Parce que s'il y a un objectif de restructuration sur certains territoires, l'offre également et le besoin en ressources humaines en adéquation ne doit pas être regardé au jour d'aujourd'hui, mais bien évidemment parallèlement à cet objectif de restructuration. Et toujours dans cette notion d'anticipation, on a peu évoqué les décrets de 98. Mais si on touche au décret, la question c'est un petit peu, déjà dans quel calendrier pensez-vous qu'il faudrait le faire? Est-ce qu'il faut le travailler en même temps que le pilotage d'une politique globale, mais surtout avec quel objectif qui rejoindrait effectivement à la fois les objectifs d'organisation territoriale et puis les objectifs de ressources humaines également, quoi. Je crois que tout ça est un petit peu lié. Alors par quoi on doit commencer? Est-ce que c'est la Commission nationale de la naissance et de la santé qui doit s'en occuper? Et quels seraient les objectifs de la révision et les conséquences de la révision de ces décrets de 98? C'est peut-être un peu long, mais voilà, ça reprend un peu la question notamment du pilotage et de l'anticipation d'une politique périnatale. Merci beaucoup. Oui, sur le pilotage, c'est un élément saillant de notre rapport. Et j'allais dire malheureusement pas uniquement sur cette politique. On est amené à constater souvent une absence de pilotage. Ce qu'il faut, c'est un pilotage national. Aujourd'hui, il n'y a pas de pilotage national. Alors, il y a la stratégie des 1000 premiers jours. C'est un pilotage, une ambition nationale, une stratégie
Encore une fois, côté qualité et sécurité des soins, on n'a pas l'équivalent. Et ça, il faut que ce soit piloté nationalement, mais mis en œuvre régionalement au niveau des ARS. La mise en œuvre doit se faire au plus proche du terrain. Est-ce que c'est la Commission nationale de naissance et de la santé de l'enfant qui doit s'en occuper? Nous, on n'a pas conclu en ce sens. Peu importe que ce soit cette commission ou une autre, ou que ce soit directement le ministère, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un pilotage et que les acteurs de ce pilotage soient identifiés. Mais qui dit pilotage dit aussi objectif, quantifié, outils et mesure, transversalité bien évidemment, et mesure de l'efficacité des politiques au bout de, enfin, ou chaque année. C'est ça un vrai pilotage. Et donc à la limite, peu importe l'instance qui le porte, ce qu'il faut, c'est qu'il soit porté. Sur les décrets de 98, il y a des fantômes. Il faut que il faut les revoir. Vous me disiez dans quel délai? Selon nous, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Il y a urgence. Ces décrets auront une conséquence. Oui. Donc, quand ils sont révisés, est-ce qu'ils sont révisés sous l'aune des besoins, enfin, ou alors de l'objectif recherché, quoi? Enfin, est-ce que c'est pas ça qui freine en fait la révision des décrets? C'est-à-dire la révision des décrets entraînera inéluctablement des conséquences en matière de réorganisation territoriale. Oui. Oui, on a bien conscience de l'impact de la révision de ces décrets. Hein, mais les deux doivent aller de pair. Quand je dis le plus vite possible, comme on appelle de nos voeux que le plus vite possible, un pilotage national soit mis en place, une réorganisation, en tout cas un objectif de réorganisation de l'offre de soins, une cartographie, une attention portée au cas par cas dans un certain nombre de territoires, parce qu'il n'y a pas de réponse univoque. Il y a des règles, il y a des grandes règles qui, elles, doivent être les mêmes pour tout le monde, mais après, il y a des déclinaisons qui doivent se faire en fonction des besoins. Et la modification des décrets doit découler ou accompagner cela, parce qu'effectivement, les deux choses sont liées, mais il faut que ça se fasse le plus vite possible, parce que, encore une fois, non seulement les indicateurs sont mauvais, mais ils se sont dégradés. Et les chiffres sur lesquels notre rapport repose sont les chiffres 2022 pour les plus récents. Je ne suis pas sûre que 2023 nous réserve de bonnes surprises. J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Donc, voilà. Très bien, merci. J'aurais encore une question sur les 1000 premiers jours, justement, vous en avez parlé, vous le citez aussi dans votre rapport. On a aussi, au cours de nos auditions, abordé cette thématique des 1000 premiers jours et on se rend compte qu'il se fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'initiatives, aussi bien sur le bien-être, la parentalité, la prise en charge psychologique des mamans et des pères. Hein. On oublie souvent de parler des pères, mais finalement, ils sont impactés aussi par... Et voilà, comment est-ce que vous voyez, dans quel cadre vous voyez justement l'action de ces 1000 premiers jours, parce qu'on se rend compte que tout le monde essaye de s'approprier, ce qui est une bonne chose finalement. Par rapport à la PMI, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un lien entre ce qui se passe, les différentes actions qui sont mises en place sous ce titre, des 1000 premiers jours? Voilà, je voudrais un peu avoir votre avis. Comment est-ce que vous voyez cette articulation finalement entre tout ce qui se met en place et puis ce qui est préconisé dans le rapport? Est-ce qu'il faut avoir un peu... là aussi, une organisation, finalement. Oui, enfin, l'organisation, il la faut quoi qu'il en soit. Le cadrage et le pilotage, il le faut quoi qu'il en soit. Sur la stratégie des 1000 premiers jours, au moins, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont affichés et qui partent des constats, et notamment des constats de... La mise en place sur le terrain. Alors, les PMI... La difficulté, c'est que les PMI, pour un certain nombre d'entre elles, sont en difficulté. Ils sont en difficulté parce que insuffisance de personnel, parce que voire insuffisance de moyens. Donc il y a quand même un certain nombre de PMI qui ont du mal à se
non pas à se mobiliser, mais à constituer un maillon efficace de mise en place de ces politiques, parce que elles sont un peu... Alors, ça n'est pas le cas de toutes. Certaines pourraient tout à fait être l'échelon pertinent pour la mise en place de cette stratégie. Et je pense qu'elles le font, enfin, Romain pourra le confirmer, mais elles le font d'ores et déjà. Oui, alors François de la Guernière me dit que dans notre rapport, nous avons effectivement un encadré sur une expérimentation en cours qui transforme des centres de PMI en maisons des 1000 premiers jours. Donc c'est vraiment bien la preuve que les PMI sont chargés et sont le maillon pertinent pour la mise en place de cette politique. Mais ça n'est pas faisable partout pour la raison que j'indiquais, c'est que toutes les PMI n'en sont pas capables. Voilà. Très bien. Mes chers collègues, plus de questions ? Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier vivement et chaleureusement de votre présence, de tout ce que vous avez, toutes vos explications. Merci beaucoup. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi, pour les auditions rapporteurs et la semaine prochaine pour d'autres auditions. En tout cas, merci. Bonne fin de journée à vous. Merci.